Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'Hebdo, l'émission de la rédaction pour revenir sur l'actualité départementale de cette semaine. Voici les titres de ce vendredi 30 mars. Assurance chômage, formation professionnelle, apprentissage, les projets de réforme sociale s'enchaînent pour le gouvernement. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, était présente jeudi soir à Vélizy pour un atelier citoyen et répondre aux questions des habitants. Le président de la République a annoncé l'école obligatoire dès l'âge de 3 ans cette semaine lors des assises de la maternelle. Est-ce suffisant pour réduire les inégalités sociales des plus petits? Si la place de l'école est sacralisée, quelle doit être celle des parents? Nous poserons notamment ces questions à notre invitée Noémie de Saint-Cernin, coach en développement personnel, auteure et formatrice spécialisée dans l'accompagnement des parents. Dans le reste de l'actualité, nous reviendrons sur les multiples hommages rendus cette semaine au colonel Arnaud Beltrame dans les Yvelines, victime du terrorisme il y a une semaine, ou encore l'événement En piste pour l'emploi organisé jeudi au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Il est arrivé en tête du premier tour avec près de 48% des voix. Jacques Chénet, élu d'opposition à Marly-le-Roi, devrait devenir le premier secrétaire départemental du Parti socialiste. Un second tour est prévu ce week-end, mais Jean-Claude Husson, maire de Saint-Arnoult en Yvelines, a retiré sa candidature avec 37% des suffrages. Jacques Chénet est donc seul en lice pour succéder à Sandrine Grandgambe à la tête du PS local. 252 militants seulement yvelinois ont pris part au vote. En politique également, le député de La République En Marche de la 2e circonscription des Yvelines, Jean-Noël Barrot, a organisé jeudi 29 mars à Vélizy un nouvel atelier citoyen. Invité de marque pour cette rencontre entre élus et citoyens, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, elle a présenté les mesures de ses prochaines réformes sociales sur l'apprentissage, l'assurance chômage ou encore la formation professionnelle. Reportage de Nicolas Dandré. Assurance chômage, formation professionnelle, apprentissage, le programme de l'atelier citoyen organisé par le député yvelinois Jean-Noël Barrot, avec comme invité de marque la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Le but, c'est effectivement d'avoir un dialogue, c'est-à-dire que la ministre va nous expliquer le contenu de ce projet de loi, puisqu'il n'est pas encore tout à fait connu, enfin il vient d'être connu. Et puis, c'est d'avoir les réactions des uns et des autres pour pouvoir effectivement, le moment venu, l'enrichir lors du débat parlementaire. S'engager pour la liberté de choisir son avenir professionnel, c'est le nom de ce projet de loi préparé par la ministre. Plusieurs mesures prévues dans ce texte, notamment garantir l'assurance chômage pour les démissionnaires et les travailleurs indépendants sous certaines conditions, ou encore simplifier l'accès à des formations professionnelles. Qu'on soit salarié, qu'on soit demandeur d'emploi, on veut pouvoir choisir sa voie professionnelle et pas simplement subir des changements. C'est la meilleure protection contre le chômage, c'est la formation professionnelle. C'est pour ça qu'on veut investir à fond sur ce sujet. Autre point évoqué dans les discussions, l'apprentissage. Plusieurs modifications envisagées, notamment donner la possibilité aux entreprises ou à une branche professionnelle de créer son propre centre de formation des apprentis. Je pense que l'apprentissage aujourd'hui, c'est la voie royale pour réussir et notamment pour intégrer nos futurs apprenants qui effectivement peuvent envisager par la suite une poursuite d'études professionnelles. Dans ce qu'a dit la ministre ce soir, c'est du grand flou, c'est beaucoup d'idées déjà entendues, on va faire mieux avec moins pour plus. Le problème, c'est qu'on nous parle de simplification et aujourd'hui, le système de financement peut paraître complexe pour les gens qui n'y connaissent rien, mais en fait, il fonctionne très bien. Ce texte de loi doit être transmis pour avis au Conseil d'État. Il devrait être présenté au Parlement au début du mois de mai. Et la ministre du Travail est restée dans les Yvelines vendredi matin. Elle s'est rendue dans un espace de coworking à Méré et a rencontré sur place des salariés et chefs d'entreprise indépendants qui ont recours au télétravail. Selon des données du ministère du Travail, 61% des Français aimeraient pratiquer justement le télétravail, mais seulement 17% l'utilisent actuellement. Le gouvernement qui est critiqué en ce moment par les avocats et les magistrats. Une journée morte dans la justice était organisée ce vendredi un peu partout en France et notamment à Versailles au tribunal de grande instance à l'appel de plusieurs syndicats. Avocats, juges et greffiers s'opposent au projet de loi de réforme de la justice qui sera présenté mi-avril en Conseil des ministres. Les manifestants dénoncent une nouvelle organisation judiciaire illisible et éloignée du citoyen. Propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude.
Dans ce projet, nous constatons qu'il y a une forme de privatisation de certains pans de la justice. Aucun texte de façon à rassurer et à permettre aux fonctionnaires de savoir qu'est-ce qu'il en sera pour eux demain en matière d'organisation des tribunaux et surtout de grandes modifications pour le justiciable. Parce que contrairement à ce que dit la ministre, ce n'est pas pour rapprocher le citoyen, mais pour une partie de la population, l'éloigner de la justice. Encore et toujours des réformes dans l'actualité, après celle de l'accès à l'enseignement supérieur, celle du bac ou encore le CP A12. Le gouvernement se penche maintenant sur les maternelles. Mardi et mercredi étaient organisées des assises avec 400 professionnels du monde éducatif et de la petite enfance. Le grand public a retenu, lui, l'annonce de l'abaissement de l'école obligatoire à 3 ans à partir de la rentrée 2019. 97% des enfants sont déjà à l'école à cet âge. Alors, est-ce une avancée fondamentale, utile pour les enfants? Nous allons poser la question à notre invitée tout de suite, Noémie de Saint-Cernin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialisée dans l'accompagnement des parents pour l'éducation des enfants, notamment auteur, coach en développement personnel. Votre avis déjà en tant que spécialiste, est-ce que c'est une bonne idée de rendre obligatoire l'âge, l'entrée à l'école à 3 ans, alors que c'est déjà le cas pour beaucoup? Oui, déjà plus de 97%, donc très peu de gens sont concernés par ça finalement. Moi, j'aurais juste envie de dire, mais quels vont être les moyens? Donc aujourd'hui, il n'y a pas tellement de retour sur ces assises. Je sais qu'il y a eu des neuroscientifiques qui ont été interrogés. Donc, est-ce qu'il va y avoir des moyens? Est-ce qu'il va y avoir un projet différent pour justement accompagner les maternelles? Aujourd'hui, la problématique principale pour les maternelles, justement, c'est l'accompagnement, qu'il soit bien suivi, que ce ne soit pas, on va dire, la garderie. Parfois, certains critiquent la maternelle en disant que c'est une grande garderie. Moi, je crois que c'est surtout les parents qui l'utilisent comme une garderie, mais je ne crois pas que les enseignants seraient contents qu'on dise que c'est une garderie. J'accompagne des parents, mais j'accompagne aussi des professionnels de la petite enfance, beaucoup d'enseignants. Et leurs problèmes principaux, c'est surtout le manque de moyens. Et à mon niveau, à moi, ce ne sont pas des moyens pédagogiques, mais plutôt des moyens psychologiques. C'est-à-dire que les problèmes des enseignants, ce n'est pas de ne pas savoir faire avec les enfants. Il y a sûrement peut-être un peu de moyens pédagogiques, mais c'est aussi comment je fais face aux émotions de ces enfants, comment je fais quand j'ai des enfants dont les parents divorcent, etc. Et donc, ils ne sont pas toujours formés à ça. Et pour ça, il faudrait par exemple peut-être plus de personnes en classe pour pouvoir suivre plus précisément certains d'entre eux que d'autres? Je ne pense pas que c'est une histoire de nombre de personnes, mais plutôt de formation des enseignants et de leurs ASTEM, puisqu'ils sont complémentaires. Et donc, ce serait de donner des moyens à ce niveau-là. Et aussi, je pense qu'aujourd'hui, avec ce que nous apprennent les neurosciences sur la façon dont fonctionne le cerveau, et notamment le cerveau des enfants, je pense surtout aux travaux de Céline Alvarez, qui démontre à travers une expérience réelle dans des classes de maternelle, dans une classe de maternelle où elle a regroupé les 3 niveaux, et on lui a donné à ce moment-là effectivement des moyens pédagogiques. On a pu mesurer des résultats absolument fantastiques. Alors à travers cette semaine dédiée, ou plutôt ces 2 jours dédiés à la maternelle, le gouvernement place l'école en première ligne pour lutter contre le déterminisme social, c'est le mot employé, contre les inégalités aussi entre des enfants qui jouissent d'un bagage culturel plus important que d'autres. Est-ce que c'est à la maternelle que tout se joue selon vous, ou alors c'est un peu restreint comme façon de voir les choses, que plus tard aussi des inégalités peuvent se creuser, ou alors que dès 3 ans, dès 2 ans peut-être, il faut tout de suite combler ces inégalités comme le dit le gouvernement? Alors moi, ce que je dirais, c'est que tout se joue dans l'enfance. Ça, c'est sûr et certain. L'enfance, vous ciblez entre quel âge et quel âge pour vous J'ai envie de dire peut-être même avant la conception, à la conception du bébé, pendant la période utérine, intra-utérine, et même après. C'est-à-dire qu'on estime que les blessures, en tout cas, les traumatismes, toutes ces choses-là sont formées, et surtout le conditionnement de l'enfant est fait à partir du moment où il termine son adolescence. Donc jusqu'à 14-15 ans, c'est... Il faut cibler, du coup, vous auriez été pour des assises de l'enfance, si je puis me permettre? Oui, moi j'aurais été pour la réforme du système éducatif dans sa globalité, parce que si on met des moyens au niveau de la maternelle, alors comment on les suit après en primaire, et comment on les accompagne au-delà au collège, et ainsi de suite.
Voilà. Alors, pour revenir sur les maternelles et puis sur votre vision aussi des enseignants, vous dites, vous, personnellement, que plus que répondre aux besoins de l'enfant, il est intéressant de replacer la focale au niveau de l'enseignant ou du parent. Le parent, on va en parler dans quelques instants, mais le focal sur l'enseignant, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que c'est... Alors, vous le disiez, ce n'est pas le nombre pour vous qui est important. Pour réinsister là-dessus, qu'est-ce qui est important pour l'enseignant? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer leurs conditions de travail, par exemple? Alors, au niveau des conditions de travail d'un enseignant, je ne les connais pas, donc ce n'est pas là-dessus où je vais pouvoir être d'une grande aide. En revanche, je connais ce que les enseignants rencontrent comme problématique, par exemple de gérer leurs propres émotions face aux émotions des enfants, de savoir accompagner un enfant qui est en difficulté, mais plutôt psychologique, de savoir comment ça fonctionne le cerveau d'un enfant et pourquoi il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas dans la classe ou pourquoi ça fonctionne que pour un certain nombre d'enfants. Aujourd'hui, on a tendance à catégoriser les enfants, il y a les bons, il y a les moins bons. Il y a ceux qui sont doués pour telle chose et d'autres qui ne sont pas doués pour telle chose. Moi, je crois que tous les enfants ont des talents et que l'école peut révéler ses talents, sauf qu'aujourd'hui, elle ne s'intéresse qu'à une certaine catégorie de talents. On le sait, en France, on valorise par exemple les sciences plus que toute autre discipline. Mais qu'en est-il de la musicalité, de l'empathie, de plein d'autres traits? Ce sont des sujets qui ont été évoqués dans les assises des maternelles, de la maternelle. Une réflexion aussi sur, vous dites, vous, que les parents, les enseignants transmettent aussi leur peur aux enfants. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que c'est là aussi une forme d'inégalité peut-être des enseignants ou des ATSEM, les personnes qui s'occupent aussi des maternelles à l'école, qui sont peut-être bien équilibrés psychologiquement, sont peut-être plus intéressants pour former les enfants que ceux qui ont des problèmes antérieurs à leur vie passée? C'est ce que vous dites? Alors, on a tous des problèmes. Si oui, on devait parler ouais. de problèmes, on a tous eu des choses dans notre passé qui nous ont peut-être blessés. Maintenant, quand on devient adulte, on arrive avec un conditionnement justement fruit de ce passé. Et donc, moi, ce que je dis, ce que j'ai appelé cette fameuse doctrine de parentalité ou d'éducation responsable, ouais. C'est que le problème n'est plus chez l'enfant, mais plutôt dans le regard que l'on porte sur lui, dans l'attitude que nous-mêmes nous allons avoir vis-à-vis de lui. Et tout à coup, ça induit beaucoup de ce qu'on peut obtenir de l'enfant. Moi, je pense que tous les enfants ont des capacités formidables, qu'ils sont bienveillants naturellement, les neurosciences le prouvent aujourd'hui, et que c'est le regard que le parent ou que l'enseignant va porter sur l'enfant qui va conditionner ce qu'il va être ou croire être, en tout cas. Alors, par exemple, des adultes agités vont faire des enfants agités, c'est ce que vous sous-entendez, par exemple? Alors, j'ai pris un exemple peut-être un peu basique, simple. Je peux vous donner un exemple plus concret, c'est que on va interpréter le comportement de l'enfant et déposer sur lui une étiquette. Hyperactif. Ouais. Mais est-ce que cet enfant est hyperactif ou c'est juste un grand sportif qui a besoin de bouger, d'explorer le monde qui l'entoure? Est-ce que l'enfant fait vraiment exprès d'attirer l'attention? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Pourquoi il attire l'attention comme ça? Pourquoi il se comporte de cette manière? Oui. Alors, il y a ce qui se passe dans sa propre famille à lui. Et puis, il y a aussi le regard parfois que l'enseignant porte sur lui ou l'attitude que l'enseignant a avec lui. Et donc, l'enseignant ne se rend parfois pas compte parce qu'il est... Et en plus, s'il n'est pas formé à ça, ça devient compliqué pour lui. Une dernière question. Est-ce qu'avec ces assises de la maternelle, on comprend que le gouvernement souhaite replacer l'école en première ligne du coup, pour l'éducation des enfants? Est-ce que du coup, vous êtes d'accord avec cette idée-là ou cette impression-là qui se dégage que l'école est le premier lieu de l'éducation pour un enfant devant peut-être la famille ou les parents? Est-ce que l'école a ce rôle-là principal? Non, moi je dirais que la famille quand même c'est primordial. Hein. On sait qu'un enfant ça apprend par modélisation et ça va modéliser l'enseignant. Hein. On l'entend hein, quand on a eu des enfants, on voit bien qu'ils jouent à la maîtresse, on voit bien les expressions qu'ils utilisent, on sait bien ce que dit la maîtresse ou le maître à l'école. Peut-être tous joué à ce jeu-là d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Et les enfants apprennent par imitation. Donc déjà, quand on est enseignant aux parents, c'est important d'être le bon modèle. Si on veut des enfants respectueux, il suffit de l'être. Si on veut des enfants qui se tiennent bien à table, il suffit soi-même de se tenir bien à table. Alors ça arrive peut-être pas instantanément. Même en plateau.
On peut se tenir droit. Voilà, droit, par exemple. L'enfant se tiendra plus droit aussi. En tout cas, ça agit par imitation et je pense que les parents sont quand même les référents des enfants, leur modèle aussi. Maintenant, l'école, derrière, c'est très important parce qu'on y passe du temps. Et si elle devient obligatoire pour tout le monde, les enfants vont passer beaucoup de temps très tôt. Pour certains, même, ça commence dès la crèche. Donc, c'est important d'avoir les bons modèles aussi à l'école. Merci Noémie de Saint-Cernin d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialisée dans l'accompagnement des parents pour l'éducation des enfants, auteur, coach en développement personnel. Auteur, on voit d'ailleurs l'un de vos livres, Les clés du passé, ici en plateau. Merci beaucoup. Merci. Et bon week-end à vous. Une avancée majeure pour notre histoire grâce à des chercheurs de l'Université de Versailles, 50 ans en Yvelines. À présent, une équipe menée par le docteur Philippe Charlier a pu reconstituer le visage de l'homme de Cro-Magnon. Comme vous allez le voir voilà, justement à l'écran, un visage marqué par la présence de nombreux nodules dus à une maladie génétique sur le visage. Ces recherches ont été réalisées dans le cadre du 150e anniversaire de la découverte d'un squelette d'un individu mâle Homo sapiens datant de 28 000 ans environ. On passe maintenant à l'actualité de la semaine. L'actualité de cette semaine marquée bien sûr par l'hommage national rendu toute cette semaine au colonel Arnaud Beltrame, cérémonie aux Invalides à Paris mercredi mais aussi dans les Yvelines. La ville de Montigny-le-Bretonneux a observé une minute de silence dans la salle du conseil municipal. Plus d'une cinquantaine de personnes étaient présentes pour se souvenir du gendarme décédé il y a une semaine après avoir pris la place d'une otage dans le Super U de Trèbes dans une attaque terroriste. Le gendarme avait succombé ensuite à ses blessures dans la nuit de vendredi à samedi il y a une semaine. Un sacrifice dont il faut se rappeler pour le maire de Montigny-le-Bretonneux. On l'écoute. Je pense que la démarche que ce colonel a fait en sacrifiant sa vie pour sauver celle de quelqu'un d'autre est tout à fait exceptionnelle dans l'histoire de France. Et à un moment donné, nous en tant qu'élus, mais également tous les représentants de la population de Montigny, nous avons souhaité faire cet hommage. Non seulement c'est important, mais c'est même indispensable. Cette barbarie de l'islamisme, c'est en étant tous unis, tous vraiment solidaires, qu'on arrivera, je ne dis pas à l'éradiquer, mais au moins à la combattre. Il faut vraiment que nous soyons fermes sur les valeurs qui sont celles de la France et que nous nous battions tous. Et c'est l'action de nous tous au quotidien qui permettra, je dirais, de passer des messages. Et de multiples hommages au colonel de gendarmerie ont eu lieu dans les Yvelines. Ce graphe, d'abord que vous allez voir, du street artiste cette nuit. L'œuvre a été réalisée dans la nuit de dimanche à lundi dans le centre-ville de Port-Marly avec ce message « Soyons fiers de son courage et n'oublions jamais son sacrifice ». Une minute de silence a été aussi suivie en simultané mercredi matin au groupement de gendarmerie des Yvelines et à la préfecture de Versailles. Le gendarme connaissait bien le département des Yvelines. Après des études au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École, Arnaud Beltrame avait été affecté au peloton de véhicules blindés à Satory entre 2002 et 2006. En 2015, il était revenu à Versailles pour intégrer l'école européenne d'intelligence économique. La ville a d'ailleurs décidé de donner son nom à l'une de ses rues. Dans le reste de l'actualité, un rendez-vous pour l'emploi de 12 heures au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Jeudi, en piste pour l'emploi, réuni près de 4000 personnes. Chefs d'entreprise, organismes de formation ou demandeurs d'emploi. Une première inédite dans l'enceinte sportive et une édition spéciale aussi pour TV78 sur place. Avec en plateau notamment Erwan Legal, délégué à l'emploi et à l'insertion professionnelle à Saint-Quentin en Yvelines. Extrait. Nous avons fait le constat que sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, il y a toujours des forums pour l'emploi, mais à mesure plutôt petite par commune. Il est préférable de mutualiser et être dans une synergie très forte sur un lieu emblématique. C'est-à-dire que le fait de rassembler et de se rassembler sur un tel lieu a permis aussi de présenter un showroom avec 150 entreprises, d'avoir un ski recrute avec 2000 offres d'emploi plus 2000 autres sur un autre secteur d'activité avec une plateforme d'accueil. Voilà. Justement, Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien derrière la Défense. Ici, 16 000 entreprises, 145 000 emplois. Le territoire regorge d'atouts ?
Alors, il regorge d'atouts. Nous avons aussi un atout particulier, c'est que nous sommes à l'aune de Paris-Saclay. Donc c'est un tout, c'est un ensemble, un bassin économique très très fort, très très puissant. Donc nous devons jouer ensemble et pas chacun dans notre cour. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de cette interview, de nos reportages, émissions et journaux, évidemment, sur notre site internet ou application TV 78. Attrape, les rythmes scolaires continuent de faire débat. Mardi soir, une cinquantaine d'enseignants et représentants syndicaux s'est rassemblés devant la mairie. Ils s'opposent à la demande de dérogation formulée au ministère de l'Éducation nationale par la ville. Trappes souhaite le retour à la semaine de 4 jours en maternelle, mais veut maintenir 4 jours et demi en élémentaire. Les manifestants dénoncent un passage en force de la mairie. Ils ont pris la parole lors du conseil municipal. 33 conseils d'école sur 36 se sont prononcés pour un retour aux 4 jours. Et à cela, monsieur le maire veut nous mettre devant le fait accompli sur une expérimentation avec la suppression du mercredi matin pour les maternelles. Donc soit une perte de 108 heures à l'année. Les enseignants se sont exprimés. Il y a eu des sondages d'effectués, donc on ne peut pas dire que la parole ne leur a pas été donnée. Maintenant, le résultat de ces sondages montre qu'une écrasante majorité est pour le retour à 4 jours. Et Guy Malandin, le maire de la ville, a répondu à ces déclarations. Il a notamment indiqué que le maintien des 4 jours et demi en élémentaire serait bénéfique pour les écoliers. Le retour à 4 jours en maternelle répond en revanche, selon lui, à une fatigue des plus petits. Le ministère de l'Éducation nationale n'a toujours pas indiqué s'il acceptait ou non cette dérogation. L'attente aura duré 11 ans pour l'ancien collège Bergson à Montigny-le-Bretonneux. Le site fermé en 2007 vient d'entamer une phase de déconstruction avant une démolition totale du bâtiment dans les prochaines semaines. 136 nouveaux logements et un pôle culturel seront construits en lieu et place du collège. Un projet structurant pour la commune. Reportage. Difficile d'imaginer qu'il y a une dizaine d'années, des élèves avaient cours entre ces murs ou que des collégiens couraient ici à l'heure de la récréation. Fermé en 2007, le collège Bergson est désormais un vaste chantier. Depuis le mois de janvier, les ouvriers sont les nouveaux maîtres des lieux. Là, nous terminons le désamiantage. Et nous terminons également, donc nous sommes en plein curage, c'est-à-dire que nous enlevons toutes les cloisons intérieures, les doublages, la plomberie, les radiateurs, voilà, pour qu'il ne reste qu'à la fin que du béton. Une véritable mise à nu du bâtiment donc, qui précède une démolition à partir du mois de mai. C'est alors que débutera la véritable construction d'un projet phare pour la ville. Promesse de campagne en 2014, le nouveau pôle culturel de 4 étages. L'installation des danseurs, musiciens et amateurs de théâtre est prévue en 2020 dans des locaux ultramodernes au cœur du quartier de la Sourderie. Il est sûr qu'aujourd'hui, dans les locaux actuels, tout ce qui est sono et autres ne correspond pas du tout parce qu'il y a une certaine vétusté. Donc là, oui, on aura une offre complémentaire ou supplémentaire dans des locaux vraiment adaptés. Le nouveau site verra aussi la construction de 136 logements répartis autour du centre culturel. Coût net de l'opération pour la ville, 8 millions d'euros. La ville qui a lancé un concours jusqu'au 1er juin pour trouver un nouveau nom à l'établissement. Preuve sûrement qu'une page se tourne à Montigny-le-Bretonneux. C'est une première dans les Yvelines. Une station d'hydrogène a été inaugurée mercredi matin au Loges en Josas, près du siège de l'entreprise à l'origine du projet. Le centre permettra de ravitailler des professionnels avec du carburant nouvelle génération. Il sera 100% écologique et n'émettra aucun gaz à effet de serre. Les détails avec ce reportage de Michael Elmidoro. Un nouveau carburant arrive dans les Yvelines. Une station d'hydrogène a été inaugurée ce mercredi 28 mars au Loges en Josas. Cette énergie verte, fabriquée à partir de ressources renouvelables en Normandie, ne produira ni gaz à effet de serre ni particules fines. La recharge se fait en quelques minutes à la pompe pour un prix équivalent à l'essence. C'est le même usage qu'un usage diesel ou essence. À la différence de la batterie où vous devez charger des électrons, là vous chargez directement du gaz. Donc c'est beaucoup plus rapide. Dans un premier temps, la station sera utilisée principalement par des bennes à ordures, des taxis présents sur le territoire et 2 bus à hydrogène sur la ligne 264 qui dessert les villes de Buc et de Versailles.
On commence par les professionnels parce que ça permet de développer des logiques de flotte captive qui reviennent sur les stations. Donc ça permet de charger les stations plus vite et de les rendre rentables plus facilement. Mais la vision à long terme, c'est que vous aurez aussi des voitures particulières. J'ai quelques collaborateurs aux États-Unis qui tournent sur des voitures hydrogène avec plaisir. Vous avez plus de 7000 véhicules dans le monde qui sont des véhicules particuliers. Une vision à long terme qui a séduit l'agglomération de Versailles-Grand Parc. C'est l'enjeu du XXIe siècle, comment sauver la planète. Et toutes les entreprises essayent maintenant de s'inscrire dans cette nouvelle dynamique. Coût total de ce projet, 1,5 million d'euros. Pour être rentable, la station doit accueillir entre 50 et 60 véhicules par jour. À terme, la station prévoit également de ravitailler en carburant des vélos à hydrogène. Jusqu'à dimanche se tient la semaine de l'industrie. Focus cette année sur l'industrie connectée. C'est dans ce cadre que lundi, Bruno Le Maire s'est rendu à Morpa, accompagné d'une quinzaine de lycéens des 7 Mars. Le ministre de l'économie et des finances a lancé cet événement national dans une entreprise de la ville spécialisée dans le design des grands noms de l'automobile, des bateaux et de l'aviation. En tout, une dizaine d'événements se déroulent dans les Yvelines dans le cadre de cette semaine de l'industrie jusqu'à dimanche donc. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'actualité en direct lundi à 18h sur l'antenne de TV 78. D'ici là, restez connectés et informés grâce à notre application TV 78. Bon week-end à tous. Attention à ne pas manger trop de chocolat aussi ce week-end. Et à la semaine prochaine.